Monsieur le Président de la République, c'est un grand honneur pour nous tous de vous recevoir aujourd'hui. Un grand honneur pour notre département d'Eure-et-Loir et pour notre ville de Bonneval. C'est la première fois qu'un président de la République se rend dans notre ville et je tiens du fond du cœur à vous dire un grand merci. Grâce à votre présence parmi nous, le monde de la ruralité est aujourd'hui reconnu au plus haut niveau. Comme j'avais eu l'occasion de vous le dire et de vous l'écrire, dans mon rapport remis en février 2009, j'attirais votre attention sur ce monde composé d'habitants désertant les grandes villes et souhaitant trouver sur notre territoire la qualité de vie de la campagne, mais les mêmes services qu'en ville. À ce titre, l'Eure-et-Loir est emblématique de ce phénomène qui voit les salariés de la région parisienne rechercher dans les départements limitrophes un bien vivre. Au-delà de cette évolution récente, nos territoires abritent une population rurale attachée à ses traditions et à son activité économique, vitale pour le pays. La Beauce n'est-elle pas le grenier à blé de la France et l'un de ses tout premiers territoires agricoles? Ce sont en grande partie les difficultés et les atouts de cette situation singulière qui ont nourri ma réflexion et ma proposition de créer un ministère dédié à cette ruralité. Vous avez donc, pour la première fois, créé ce ministère et soyez certains que nous avons su l'apprécier. J'en profite d'ailleurs pour saluer mon ancien collègue Michel Mercier. Ce ministère est bien sûr une première étape, mais de nombreux problèmes restent encore à résoudre. Les élus ruraux qui sont aujourd'hui autour de cette table vous détailleront mieux que moi leurs préoccupations. Ils le feront devant leurs collègues maires et élus de ce département, comme vous avez pu le constater, venus très nombreux ce matin. Je veux d'ailleurs leur rendre un vivant hommage à tous ces élus des petites communes qui forment le véritable tissu de citoyenneté de notre monde rural. Jour après jour, semaine après semaine, en dépit d'un emploi du temps professionnel fort chargé, ils essayent d'assurer le quotidien et de devenir de leurs concitoyens. Les 6 maires qui vous entourent, Monsieur le Président, vont vous exposer les thèmes qui nourrissent leurs actions de chaque jour. La sécurité et la lutte contre les incivilités, l'attractivité du territoire en vue de son développement économique, l'eau potable, et vous verrez, Monsieur le Président, que cette question est cruciale en Eure-et-Loir, l'adaptation des services au public, la couverture médicale du territoire et bien sûr la réforme des collectivités, réforme chère à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais avant de laisser la parole à Madame Pistre, qui vous posera la première question, permettez-moi d'ajouter une dernière réflexion. Réflexion qui m'est souvent faite, c'est le désarroi de ces élus devant la difficulté d'établir leur budget par un manque de financement et de plus leur découragement devant les multiples rouages d'une administration parfois sourde et muette à leurs questions, et ce, dans un contexte réglementaire d'une trop grande complexité. Clémenceau ne disait-il pas déjà en 1917 qu'un coup de téléphone valait mieux que 3 rapports qui passaient 2 jours à se promener dans les bureaux? Voilà, Monsieur le Président, Bonneval, l'Eure-et-Loir, et particulièrement les élus d'Eure-et-Loir, sont fiers et honorés d'être à vos côtés. Merci. La première intervenante étant Brigitte Pistre qui va se présenter. Monsieur le Président, nous avons beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance de prendre la parole en premier. Nous avons beaucoup de chance et nous avons tellement de choses à vous dire. Et notre temps de parole est limité, donc je vais essayer d'être concise et de vous expliquer plusieurs choses. Je suis maire d'une petite commune qui s'appelle Phrasé, qui est dans le parc du Perche, 500 habitants. Et j'ai la chance de pouvoir réouvrir des choses qui avaient été fermées, puisque dans les communes rurales, ce qui compte pour nous, c'est la revitalisation, c'est-à-dire recréer du lien social et un lieu de vie là où petit à petit la vie pouvait partir. Elle revient. Nous avons réussi avec les services de l'État à reconstruire une épicerie, des chambres d'hôtes, un restaurant qui ouvriront bientôt et c'est une chance. Là encore. Quand on est élu maire, j'ai été élu maire en 2008, c'est mon premier mandat. Donc j'avais tout à apprendre et à apprendre très vite. Et j'ai très vite compris que quand on est maire d'une petite commune, on y est tout entier, en entier. C'est-à-dire qu'on a la tête dans les réglementations, c'est vrai, mais on a les mains dans le cambouis, les pieds dans les bottes en caoutchouc et le cœur
dans le village, avec les habitants. Et ça, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et les habitants savent à quel point ils peuvent compter sur nous, notamment pour un problème que je voudrais aborder, c'est le problème de la sécurité, ou plutôt de l'insécurité. Parce que ça gagne, vous dites, vous nous avez demandé, nous sommes censés être au centre du dispositif de lutte et de prévention de la délinquance. Cette prévention de la délinquance, nous la voyons monter, la délinquance, parce que les incivilités et les problèmes que nous pouvons rencontrer liés à ces petits désordres de civisme, vous savez, les jeunes, on ne leur apprend plus tellement le respect. On ne leur apprend plus tellement non plus l'autorité, il n'y a plus d'éducation civique. Ça, ajouté à la crise, peut-être les plus démunis, les populations les plus vulnérables, certains jeunes, c'est comme ça qu'ils deviennent des délinquants. Et puis il y a une autre forme de délinquance qui est importée des plus grandes villes, parce que les plus grandes villes sont protégées avec les vidéoprotections, avec les polices municipales, et nous n'avons pas ça. Donc comment faisons-nous? Parce que les habitants, comme je vous le disais, comptent sur nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc être au centre du dispositif de prévention et de lutte contre la délinquance, on est plus que ça, parce que les habitants, c'est nous qu'ils appellent, nous les maires. Bien sûr, il y a la gendarmerie, bien sûr, elle est de plus en plus à nos côtés, elle est présente, mais les habitants ne se tournent pas spontanément vers les gendarmes, ils appellent Madame le maire. Alors Madame le maire, elle fait comment? Elle a sa carte de maire dans une main, elle a sa casquette d'officier de police judiciaire sur la tête, et puis elle y va avec son cœur, mais comment à la fois traiter de la question de la prévention de la délinquance et sur le terrain, comment résoudre les conflits qui nous sont soumis par nos habitants, encore une fois pour les petites communes qui ne sont pas équipées ni de police, ni d'aucun moyen et d'aucun autre courage que celui du cœur. Madame Pistre, la question de la sécurité, elle est essentielle pour notre pays. Je suis ces questions-là depuis 2002, puisque j'ai eu l'honneur d'être ministre de l'Intérieur, une responsabilité que j'ai beaucoup aimée. J'ai aimé travailler à la tête des policiers et des gendarmes. Et donc, je mesure chaque jour l'étendue de la tâche qu'est la nôtre. Lorsque j'ai pris cette responsabilité, en 2002, c'était à la suite d'une période où on opposait stérilement prévention et répression. Tout le monde n'avait qu'un seul mot à la bouche, prévention, oubliant que la sanction est la meilleure des préventions. Et ça ne touchait pas que la grande délinquance, ça touchait la délinquance de tous les jours, et notamment la délinquance routière. Pourquoi respecter la limitation de vitesse, puisque de toute manière, personne ne la faisait respecter. Et j'ai essayé de donner un nouveau tour à tout ceci. Ça m'a valu nombre d'attaques, de caricatures. Vous avez prononcé le mot cœur 10 fois. Savez-vous que j'ai un cœur aussi? Je ne le dis pas. Et même qu'il est plutôt à gauche. Hein, c'est une révélation que je fais ici, à Bonneval. Bon, voilà. Donc, réhabiliter la notion de sanction. C'est en vérité réhabiliter la notion de responsabilité. Il ne peut pas y avoir dans notre société des droits et aucun devoir. Il ne peut pas y avoir des libertés et aucune responsabilité. C'est tout le travail que nous avons engagé. Ensuite, il a fallu réorganiser tout ceci et faire en sorte que nos amis gendarmes, qui font un excellent travail, notamment dans ce département de l'Eure-et-Loire, Monsieur le Président, obéissent au même ministre. Rendez-vous compte, quand je suis devenu ministre de l'Intérieur, il y avait le patron de la police qui était le ministre de l'Intérieur et le patron de la gendarmerie qui était le ministre de la Défense. Or, dans le département de l'Eure-et-Loire, beaucoup de votre délinquance n'est pas une délinquance du département, elle est une délinquance qui vient d'ailleurs. Et les délinquants, ils s'en moquent de savoir quelle est la limitation géographique de votre département ou de votre commune, Madame le maire.
Et c'est aujourd'hui le ministre de l'Intérieur qui a dans sa main les deux forces de sécurité de notre pays, la police plutôt dans l'urbanité, la gendarmerie plutôt dans la ruralité. Mais ils travaillent ensemble, avec un même chef, une même stratégie, un même patron. Ce ne fut pas facile de faire cela. Mais aujourd'hui, les 559 militaires de la gendarmerie du département de l'Eure-et-Loire, à qui je veux rendre un hommage signalé, parce qu'ils font un bon travail, et dont les effectifs sont toujours ce qu'ils sont, malgré toutes les contraintes que nous avons, obéissent à une même stratégie nationale. Je l'ai voulu ainsi, pour que ça fonctionne. Ensuite, il y a eu toute l'affaire des communautés de brigades. Rappelez-vous. Et la redéfinition des territoires entre la police et de la gendarmerie. Je m'apercevais que dans certaines de vos communes, il y avait une brigade qui restait ouverte, une gendarmerie ouverte, et qui recevait un citoyen tous les 2 jours. Or, qu'est-ce que vous voulez, vous, les élus locaux? Des patrouilles, des gendarmes sur le terrain, et pas simplement des gendarmes derrière un guichet à attendre qu'une personne vienne tous les 2 jours. Je m'en explique avec passion parce que j'ai été confronté à tout ceci. Ça a beaucoup bougé, y compris les élus locaux, y compris proches de ma famille, au sens large. M'ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Il faut laisser les gendarmeries en ruralité. Bien sûr qu'il faut les laisser. Mais la gendarmerie en ruralité, ce n'est pas des bureaux administratifs ouverts, ce n'est pas de la paperasse qui augmente, c'est des patrouilles, c'est des gens sur le terrain, et c'est des gendarmes tout entiers dédiés à faire des enquêtes et à lutter contre l'insécurité, pas à recevoir des gens dans la gendarmerie. J'ai d'ailleurs essayé de populariser quelque chose, c'est qu'on pouvait parfaitement avoir une communauté de brigades, laisser les gendarmes habiter un village, sans pour autant être obligé d'avoir un bureau ouvert qui attend le chaland toute la journée et qui voit personne. Troisième point, vous souffrez essentiellement des cambriolages. Le ministre de l'Intérieur, je l'en félicite d'ailleurs, a fait un plan cambriolage qui a porté ses fruits parce que les chiffres sont bons, y compris sur les atteintes aux personnes ici. Donc nous allons continuer, mais qu'est-ce que c'est le cambriolage? Le cambriolage, c'est un travail d'enquête et un travail de police scientifique. Police, pas au sens gendarmerie, police, c'est-à-dire les gendarmes ont une action de police. C'est ça. Donc nous investissons massivement sur la constitution de fichiers. Parce que je vais vous dire une chose. Ceux qui font les cambriolages, ils n'en font pas un. Ils en font plus. Deuxièmement, sur tout le travail d'empreinte qu'on trouve sur une scène de cambriolage. Le cambriolage, on l'évite pas tant en mettant un gendarme devant chaque maison, ce qui est impossible. On l'évite et on protège un département comme le vôtre et des communes comme la vôtre, Madame le maire, par un travail systématique d'enquête qui font que les bandes qui viennent organiser les cambriolages savent que c'est dangereux de venir ici parce qu'on peut se faire attraper. C'est ça la vérité. Donc cette action, on la mène. Il n'y aura aucun désengagement de notre part, bien au contraire. Et je demande même au ministre de l'Intérieur de réfléchir à quelque chose. Il a, et je l'en remercie, créé la police d'agglomération pour Paris et les départements de la Petite Couronne. Depuis 1 an. Mais moi, je voudrais qu'on réfléchisse à la coordination de l'action policière au niveau de Paris, de la Petite Couronne, de la Grande Couronne et de départements comme vous. Parce qu'entre l'autoroute, pardon de dire ça comme ça, et donc on vient très rapidement chez vous, la délinquance importée, parce que quand on réalise des infrastructures, il faut voir que ça a beaucoup de positifs, mais ça amène aussi le cortège de gens indésirables, qui profitent aussi de la rapidité routière ou ferroviaire pour venir faire un coup ici et puis repartir. Donc ça nécessite, et nous allons travailler là-dessus, une réflexion, une organisation sur un bassin de délinquance plus large. Parce qu'on ne vient pas simplement cambrioler à phraser. C'est l'ensemble d'un département qui peut être pris en charge par une bande de malfaiteurs qui décide d'attaquer des maisons, soit des résidences secondaires, soit des personnes âgées. Et donc c'est tout un plan que nous mettons en place. Et puis je voudrais terminer
cette histoire de prévention. Vous me dites, oui, on est seul, on a le cœur. Oui et non. Il y a la loi de 2007 qui vous donne des pouvoirs. Le rappel à la loi, je parle sous contrôle de Gérard Mel ou de Gérard Cornu, le rappel à la loi. C'est pas inutile. Le maire peut faire, avec le procureur de la République, des rappels à la loi. Je suis désolé. C'est pas simplement une affaire de générosité, là. Ça existe. Il y a un travail avec les procureurs que vous pouvez mettre en œuvre, vous les maires. Moi, je compte beaucoup sur les maires pour ça. Quand une famille a un de ses enfants qui n'arrive plus à maîtriser, vous pouvez convoquer la famille. Vous y avez le droit. C'est prévu dans les textes. Deuxièmement, vous avez dans la main quelque chose de très important. C'est les écoles, avec l'absentéisme. Ah oui, mais vous pouvez nous le signaler. Vous pouvez le signaler à la caisse d'allocation familiale, qui maintenant a non pas le pouvoir, le devoir de suspendre les allocations familiales en accord avec le président du Conseil général quand un enfant ne va plus à l'école ou quand un jeune ne va plus à l'école. Et à la minute où il revient à l'école, on remet les allocations familiales, y compris ce qu'on a supprimé. Je ne dis pas que tous les absentéistes feront des délinquants, mais je dis simplement que quand on ne va pas à l'école, c'est mauvais signe. Par ailleurs, aller à l'école, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Voilà. Donc, que ce soit le procureur, les forces de gendarmerie, ont des consignes très précises d'être à l'écoute des maires et de vous donner un coup de main là-dessus. Parce que vous êtes sur le terrain tous les jours et vous pouvez nous donner les informations dont nous, les services de l'État, nous avons besoin pour être plus efficaces. Donc, comprenez bien, il n'y aura aucun relâchement de ma part. Aucun. Aucun désengagement de la part de l'État. Je voudrais revenir sur une affaire, pour terminer, qui a fait beaucoup couler d'encre, de façon d'ailleurs tellement caricaturale, qui était l'affaire des campements illégaux. Parce que dans un département comme le vôtre, vous connaissez ça, vous les maires, hein? Il n'y en a pas des maires ici qui ont connu? Ah bon, hein? Sur le territoire de leur commune, hein? Que voulez-vous que disent les gens qui, quand ils dépassent d'une minute sur le parc-mètre, ils ont une contravention? Quand ils n'ont pas la ceinture de sécurité, ils ont une contravention. Quand ils dépassent la vitesse sur la route ou sur l'autoroute, ils ont une contravention. Quand ils veulent fumer, dans un restaurant, il n'y a pas de fumeur, on leur dit c'est interdit. Et puis on arrive sur le territoire de vos petites communes, on s'installe à 80 caravanes sur un emplacement qui est propriété privée ou propriété communale, sans demander d'autorisation. Est-ce que moi, en tant que président de la République, je peux l'accepter? Mais je ne l'accepterai pas. Parce que le respect de la loi, c'est pour tout le monde. Et ça participe aussi à la lutte contre les incivilités dont vous parlez. Parce que comment dire à un jeune, tu n'as pas le droit de faire ça, si dans le même temps, on laisse un trou béant dans la législation et on n'accepte pas la loi. Comprenez-moi, il ne s'agit pas de cibler qui que ce soit, et certainement pas les Roms. Vous avez vu que la Commission européenne a indiqué qu'elle ne ferait pas de procédure contre la France parce qu'il n'y avait pas de discrimination. Ah, je me suis dit, j'aurais pu leur éviter beaucoup de travail. Hein. Il suffisait qu'ils m'entendent, hein, plutôt que d'entendre la caricature de tous ceux qui n'ont rien fait. Rien fait. Rien fait. De la même façon, la France continuera à être un pays ouvert, généreux. C'est sa tradition, c'est son honneur et c'est son cœur. Mais quand on n'a pas de papier, on n'a pas vocation à rester en France. Parce que si on est traité de la même façon qu'on l'on ait des papiers ou qu'on n'ait pas de papier, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Alors je sais bien, quand je dis ça, moi ça me semble du bon sens, de la raison. Mais dans la tourmente médiatique, où maintenant on ne donne pas la parole à celui qui est le plus légitime, on donne la parole à celui qui dit la chose la plus extravagante. Hein? Dans vos villages, dans nos villages, c'est le bon sens, la raison. Il y a celui qui a l'expérience, qu'on écoute. Dans notre univers médiatique maintenant, moins on a de choses à dire, plus on doit être entendu. Et plus c'est extravagant, plus ça fait de bruit.
Voilà la difficulté auquel nous sommes confrontés. Vous, au niveau de votre commune, le président au niveau du département et le président de la République au niveau de la nation. Hein. Donc, je vous garantis, Madame Piste, que cet appel que vous me lancez, je l'entends. Je le dis aux élus locaux qui sont ici, c'est un devoir d'État de vous aider à assurer la sécurité. Croyez bien qu'on ne va pas faillir. Voilà. Et en aucun cas se désengager. C'est un engagement que je prends. Je ne laisserai pas, ni dans la ruralité, ni dans les villes, les choses se dégrader. Voilà. Je ne laisserai pas. Ça peut pas. J'ai vu les images de Lyon hier. C'est scandaleux. Ce n'est pas les casseurs qui auront le dernier mot. Dans une démocratie, dans une république, ils n'ont d'ailleurs rien à voir avec ceux qui protestent de bonne foi et qu'il ne faut pas faire l'amalgame, mais ce n'est pas acceptable. Ils seront arrêtés, retrouvés et punis. Bravo. À Lyon comme ailleurs. Bravo. Sans aucune faiblesse. Parce que dans notre démocratie, il y a des tas de moyens pour s'exprimer. Mais la violence la plus lâche, la plus gratuite, ça, ce n'est pas acceptable. Voilà. Et croyez bien que je suis sincère en vous disant ça. Alors, deuxième intervenant, c'est Philippe Offray qui va nous parler du développement économique et des infrastructures. Monsieur le Président de la République, donc je suis maire d'une commune de 1400 habitants et limitrophe de la région parisienne. Donc les propos sur la sécurité et les flux me touchent d'autant plus qu'ils correspondent bien entendu à une réalité. Monsieur le Président, donc la ruralité, dans la ruralité, il n'y a plus que le territoire qui est rural. Les femmes et les hommes qui y demeurent ont désormais au quotidien les mêmes attentes que celles des populations des villes, en termes de standards de vie et de services, avec une demande croissante d'un grand nombre d'équipements publics. Ces nouveaux arrivants viennent donc chez nous pour y vivre bien, pour moins cher parfois, mais pas forcément pour y travailler. L'objectif d'une vie plus épanouissante, moins stressante, se confronte souvent à la nécessité de faire de longs trajets pour se rendre sur leur lieu d'emploi. Chaque jour, 16 000 Auréliens prennent le train pour aller travailler en région parisienne, source de fatigue et évidemment de charges financières supplémentaires. En l'absence de création d'emplois locaux et de revenus économiques nouveaux, nous risquons de déséquilibrer cette société nouvelle de la ruralité. Il existe un passage obligé pour poursuivre le développement de nos territoires que nous pouvons assumer seuls. Nous savons relever nos manches et puis compter aussi sur nous-mêmes, à savoir créer au sein même de nos territoires des infrastructures d'accueil des entreprises, harmoniser les services, les activités de services, de commerce, d'artisanat de proximité pour servir nos nouvelles populations. Tout cela en s'appuyant, bien entendu, sur notre histoire, sur l'agriculture, au cœur de notre patrimoine économique en Beauce, et bien entendu sur le tourisme vert et culturel qui dispose d'un formidable potentiel de croissance. Mettre en avant également nos différences comme la chasse, la pêche, mais aussi les patrimoines locaux remarquables. En revanche, il existe des investissements qui dépassent nos capacités et nos compétences. Partant du principe qu'il n'y a pas d'attractivité sans accessibilité moderne, nous avons besoin de voies de communication et de télécommunications, routes, autoroutes, dessertes ferroviaires, voire même TGV, et très haut débit Internet. Dans ces conditions, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous demander comment accroître l'accessibilité de nos territoires ruraux en termes d'infrastructures de transport et de communication pour favoriser leur développement économique. Bon, Monsieur le maire, c'est une question absolument centrale. Je me suis battu d'ailleurs là-dessus. Un pays qui a connu la crise que nous avons connue ne doit pas sacrifier ses investissements. C'est absolument capital. Le problème économique de la France est assez simple. On travaille pas. On a cru qu'on pouvait travailler moins que les autres. Ben oui, écoutez, franchement, quand on est les seuls à expliquer aux gens qu'en travaillant 35 heures, les seuls au monde, on préservera nos emplois, notre cadre de vie et nos salaires, on a menti aux Français. C'est une réalité qui est absolument incontournable. Ceux qui ont fait ça ont porté un risque immense qui est la destruction de la compétitivité de l'économie française. Et qui paye? Ceux qui payent, c'est les plus petits, ceux qui ont le moins de formation,
dont les emplois ont été délocalisés massivement par la faute des 35 heures, qui ont été une subvention délocalisation extraordinaire. D'ailleurs, les syndicalistes allemands, lorsque la France a connu les 35 heures, ont dit les 35 heures en France, c'est une bonne nouvelle pour les ouvriers allemands. Et d'ailleurs, depuis, ça n'a pas manqué, développement de la compétitivité de l'Allemagne, rétrécissement de la compétitivité de la France. Alors, vous savez, à un moment, il faut voir la vérité telle qu'elle est. Bon. Eh bien, pour les infrastructures, nous avons toujours fait le choix, pour ne fâcher personne, monsieur le maire, de garder les dépenses de fonctionnement et de renoncer aux dépenses d'investissement. À ça, pour distribuer des allocations, la société française a été généreuse. Je ne dis pas que ce n'était pas nécessaire. Pour bien des cas, c'est nécessaire. Mais enfin, si on ne donne que des allocations et qu'on ne se préoccupe pas de la production, un jour on peut dire mais qui va payer les allocations ? J'ai voulu inverser ce système. Je parle sous le contrôle de Michel Mercier. Entre 2011 et 2013, l'État va investir près de 5 milliards d'euros dans les infrastructures de transport, monsieur le maire. Je prends des exemples. Depuis 25 ans, nous construisions une ligne de TGV par an. Cette année, nous en faisons 4, multiplié par 4. Dans un département comme le vôtre, ça se traduit par la mise en concession de la route nationale 154 Orléans-Rouen. Décision. Non, mais je savais que j'aurais mon petit succès. Décision attendue depuis 30 ans. Oui, monsieur le Président. Voilà. Non, 25 peut-être. Allez. Bon, on fait bon. La réouverture de la ligne TER Chartres-Orléans au fret, puis au trafic voyageurs. La modernisation de la ligne SNCF Dourdan-la-Membrolle via Châteaudun, là aussi. Et la création d'une plateforme de fret ferroviaire sur les communes de Poupry et d'Artenay, parce que je crois au développement du ferroutage, parce que je pense qu'il faut que beaucoup de camions montent sur les trains et beaucoup de fret montent sur les trains. Donc, moi, je vous le dis, ça a été un grand débat lorsque, devant le Congrès, et Joël s'en souvient certainement, j'ai été parlé devant le Congrès en 2008. Il y avait tous les déficits. Et j'ai dit, écoutez, on va décider d'un grand emprunt de 35 milliards d'euros. Je me souviens de ce qu'on a dit, les commentaires. Mais comment ? Un emprunt, alors qu'on est déjà en déficit. C'était à l'époque, c'est tout juste si on ne disait pas que j'avais perdu la raison. Ce que je veux dire, c'est que l'emprunt, il y a le bon, il y a le mauvais. Si vous empruntez pour investir, alors à ce moment-là, vous accroissez les conditions de la production. Voilà. Et c'est positif. Si on emprunte pour payer les dépenses courantes, ce n'est pas possible. Eh bien, sur cet emprunt de 35 milliards, nous avons prévu 4 milliards et demi pour le très haut débit, pour Internet et pour la suppression des zones blanches dans votre territoire. Parce que si on laisse faire le marché, Paris va être bien installé. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas sûr que Villiers-le-Maurier sera la première commune installée par les opérateurs privés. Ou que Bu soit servi avant les autres. Parce que je vois bien les opérateurs privés se bousculer pour les zones très citadines et puis laisser tomber les autres. Or, vous êtes un département de 435 000 habitants, 450 000 habitants, et vous prenez depuis 10 ans près de 2 000 habitants de plus par an. Ils y ont le droit, ces gens-là aussi, à l'accès au numérique, à l'accès au débit. Donc nous avons prévu sur les 35 milliards du grand emprunt, 4 milliards et demi pour vous aider les territoires à investir. Donc vraiment, le cœur de l'engagement qui est le nôtre, c'est de favoriser les investissements et les infrastructures. Ferroviaires et aussi routières, parce que autant je crois au train, pour des raisons écologiques, chacun comme moi, autant. Mais tout le monde n'a pas un métro en bas de chez lui, dans le département de l'Eure-et-Loire. Il faut être raisonnable et bien sûr qu'il faut protéger l'environnement, bien sûr qu'il faut développer les transports propres. Mais enfin, en ruralité, si on n'a pas sa voiture, on ne s'en sort pas.
Je dis d'ailleurs de la même façon, très gentiment, pour qu'on m'entende, que je peux comprendre les inquiétudes et les protestations, mais que je ne peux pas accepter qu'on prenne en otage le travail de millions de Français qui ont le droit de trouver de l'essence dans des stations essence pour aller à leur travail ou pour vivre leur vie quotidienne. Je comprends parfaitement que tel ou tel soit opposé à notre projet de réforme des retraites. Je comprends parfaitement qu'on soit en grève. Je comprends. Tout ceci, ça fait partie des droits. Il n'y a pas lieu de s'en formaliser ou de le reprocher. Mais on n'a pas le droit de prendre en otage des gens qui n'y sont pour rien dans leur vie quotidienne. Parce que qu'est-ce qui se passe? En prenant en otage l'économie, les entreprises et la vie quotidienne des Français, on va détruire des emplois alors qu'on a besoin de créer des emplois. Et l'entreprise qui n'aura plus de fioul, l'entreprise qui n'aura plus de bitume alors qu'elle travaille dans les travaux publics, l'entreprise qui ne pourra plus avoir ses livraisons, elle va fermer. Et c'est encore une fois les petits qui vont trinquer pour les autres, or, qui ne sont pas protégés. Donc mon devoir, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. On ne peut pas être le seul pays au monde où, quand il y a une réforme, une minorité veut bloquer les autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça la démocratie. Hein? Donc, je veux que chacun le comprenne, le retienne. Je dois conduire le dialogue. Et je suis prêt à conduire le dialogue sur tous les sujets sur la table et sur tous les autres. Nous avons matière à parler dans l'avenir. L'emploi des jeunes, la politique industrielle de la France, extrêmement importante, les conditions du dialogue social. Tout est possible. Mais on doit le faire dans le cadre d'une démocratie apaisée, où la violence est bannie, où la violence n'existe pas. Elle ne doit pas exister dans les rapports sociaux. Hein? Je crois que vraiment, là aussi, il est temps que chacun mesure tranquillement ses responsabilités pour conduire un pays comme le nôtre, hein, qui a besoin de discussion, de dialogue et qui n'a pas besoin de violence. Merci. Alors, troisième intervenant, Claude Thérinard. Avec une petite précision, je voudrais rappeler que Claude Thérinard et Jean-Pierre Jalot sont deux conseillers généraux qui m'ont beaucoup aidé pour la préparation de mon rapport sur la ruralité que j'ai eu l'honneur de vous remettre. Monsieur le Président de la République, s'il est un problème en Eure-et-Loire dans lequel un certain nombre d'élus pataugent depuis des années, c'est bien celui de l'eau potable. Et c'est particulièrement vrai ici à Bonneval et dans les cantons qui nous environnent, au cœur de cette Beauce où 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin et des âges pour les âges nouveaux. Mais depuis Chalpegui, nitrates et pesticides ont sérieusement dégradé la plus grande nappe d'eau souterraine en Europe, la nappe de Beauce. Aujourd'hui encore, de nombreux captages délivrent une eau non potable à 40 000 ruraux, résidant dans une quarantaine de communes rurales. Un programme pluriannuel de reconquête de l'eau potable a été mis en place en partenariat avec l'État, la Chambre d'agriculture, les agences de Loire-Bretagne et de Seine-Normandie et, bien sûr, le Conseil général qui y consacre chaque année 3 millions d'euros. Mais les agences de l'eau menacent de mettre un terme à leur participation en 2012-2013. Pourtant, ce n'est pas le moment de ralentir nos efforts, car la reconquête de la qualité de cette ressource risque de durer plusieurs décennies. Il faut donc continuer d'agir et même accélérer nos actions. La prise de conscience existe. Le Grenelle de l'environnement y a fortement contribué. Mais les fonds manquent cruellement, car les enjeux financiers sont considérables pour nos modestes collectivités. 10 millions par an pour réaliser l'interconnexion des différents captages de production, soit un programme annuel de 100 millions étalé sur 10 ans. 10 millions pour renouveler les réseaux de distribution les plus obsolètes, perclus de fuite pour un tiers d'entre eux, et réalisés dans les années 50-60 avec des matériaux comme l'amiante, le ciment, voire le plomb. C'est un programme de 200 millions établi sur 20 ans. Ajoutons enfin une quinzaine de millions pour mettre en place une protection durable des bassins d'alimentation. Monsieur le Président de la République, si nos collectivités et leurs EPCI
devaient réaliser ces investissements sans être conséquentes, notamment des agences de l'eau. Les ruraux devraient payer leur eau non assainie au minimum entre 4 et 5 euros le mètre cube, soit plus du double du prix moyen national qui s'établit à 1,90 € le mètre cube. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, nous nous permettons de faire appel à votre autorité pour mobiliser les services de l'État, les agences de l'eau, voire même l'Union européenne. Philippe Vigier et Albéric de Montgolfier ont pris depuis des mois ce problème à bras-le-corps. Mais il semble que les décisions de solidarité nationale tardent à se mettre en place. Et pourtant, c'est le développement durable de toute une partie du territoire eurélien qui est en jeu. Juste une dernière supplique, Monsieur le Président, à la demande de mes amis Joël, Albéric, Philippe, et aussi mon vieil ami Maurice Leroy. Nous avons l'obligation ici, la nécessité impérieuse, de désenclaver ce sud de l'Eure-et-Loire et le nord du Loir-et-Cher. La solution existe. C'est la réalisation d'une gare TGV à la bifurcation, proche de Bonneval, qui mettrait nos territoires ruraux à 32 minutes de Paris. Merci, cher Claude. J'ai jamais vu quelqu'un demander autant en si peu de temps. Les millions. Alors, l'eau est un sujet majeur partout. Je veux dire l'eau, sa qualité et sa disponibilité. L'Eure-et-Loire, et plus particulièrement la Beauce, sont confrontés à ce problème de qualité de l'eau. D'ailleurs, si mes renseignements sont exacts, le tiers de la DGE 2010, vous l'avez consacré, le tiers, vous l'avez consacré à cette problématique. J'ai donc décidé que nous allions faire une exception pour l'Eure-et-Loire. Vous savez que le renouvellement des réseaux, c'est l'affaire exclusive du budget annexe eau des communes, ça c'est la loi. Mais disons que pour l'Eure-et-Loire, compte tenu de la gravité de la situation, les agences de l'eau Loire-Bretagne, Seine-Normandie vont accepter de participer au financement de ces travaux. Vont s'y engager par une convention aux côtés du Conseil général et de la Chambre d'agriculture. Je demande au préfet d'y veiller. Et c'est donc une nouvelle importante que je vous annonce ce matin, qui permettra de soulager les communes, ce qui est justice. En retour, il faut que les propriétaires et les gestionnaires des réseaux s'engagent, Claude, de bonne foi à améliorer le rendement de ces réseaux, franchement jusqu'au niveau en vigueur partout ailleurs, parce que ça sert à quoi de faire des infrastructures? On ne va pas investir des millions d'euros pour capter une ressource qu'on laisserait ensuite se perdre dans la nature. J'en appelle sous le contrôle de Michel Mercier à chacun d'entre vous. On va faire un effort. C'est décidé. Je vous demande aussi de veiller parce que les gens considèrent qu'une fois qu'on l'a pompée, on ne la disperse pas n'importe comment, comme si c'était une ressource inépuisable et comme si on pouvait faire n'importe quoi. Voilà. J'estime que pour ce matin, j'ai répondu. Pour la gare TGV, je vais y travailler, mais là, je ne suis pas prêt à répondre tout de suite là-dessus. Mais ça fait quand même pas mal de bonnes nouvelles depuis qu'on a commencé la matinée. Hein. Je sens que si ça continue comme ça, je vais être invité tous les jours dans la ruralité. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez revenir dans 8 jours si vous voulez. C'est un réel plaisir. Marie-Ange Baron va nous parler de l'adaptation des services au public. Bonjour Monsieur le Président. Marie-Ange Baron, donc je suis maire de Guillonville, une commune de 465 habitants, dans le canton d'Orgères-en-Beauce, qui n'est autre que le canton de notre président du Conseil général, Monsieur Albéric de Montgolfier. Donc je suis membre du conseil municipal depuis 2001 et je suis maire depuis mars 2008. Je suis mariée, mère de 3 enfants et je travaille à la Poste, où je suis encadrante. Donc vous comprendrez que mon thème sera tout naturellement celui des services publics et des services au public dans nos zones rurales. On constate un attachement très fort des populations au maintien des services publics en zone rurale.
Et tant que la qualité reste garantie, les communes ne sont pas du tout opposées à une évolution de ces services. Ainsi, en lien très étroit avec les élus locaux, la Poste a su considérablement moderniser son réseau. On a 117 points de contact en Eure-et-Loire, une agence postale intercommunale à Baudreville, inaugurée récemment, une agence postale épicerie à Chapelle-Royale, une agence postale bibliothèque à Warville, et puis prochainement, pour la fin 2010 ou début 2011, une maison des services publics à Orgères-en-Beauce. Cependant, les communes rurales souhaitent disposer de services qui tiennent compte de l'isolement de nos populations. Et on voit bien aujourd'hui que l'enjeu est de créer des services qui soient plus polyvalents et plus multiservices. Donc la question sera la suivante, Monsieur le Président. Comment faire pour accroître la mutualisation de ces services et comment faire surtout pour accroître et encourager la polyvalence des agents afin de maintenir les services publics et les services au public dans nos territoires ruraux? La question des services publics, elle est l'une des plus difficiles parce que jusqu'à présent, la politique d'aménagement du territoire de la France s'était accompagnée des territoires qui se vidaient de leur population vers le déclin définitif. Depuis 10 à 15 ans, la logique s'est totalement inversée, Joël, avec des territoires qui gagnent de la population. D'ailleurs, il faut faire attention parce que, par exemple, il y a des territoires au sud de la Loire qui gagnent de la population âgée. Donc, leur potentiel de croissance reste le même, mais leur potentiel de service au public, parlons pas simplement de service public, augmente puisque il y a plus de besoins de santé, plus de besoins de maisons de retraite, etc., puisque c'est des personnes âgées qui viennent. Donc, avec Michel Mercier, on travaille là-dessus. Comment repenser une politique d'aménagement du territoire adaptée à l'augmentation de vos populations? Deuxième élément, vous voyez bien ce que sont les déficits, Marie-Ange, en France. La France a créé 1 million de postes de fonctionnaires depuis 1992. Les régions, sans aucun transfert de compétences, créent plusieurs milliers de postes de fonctionnaires chaque année. Mais c'est vous qui payez. Vous, les contribuables. La France ne peut pas continuer avec ce niveau de dépenses publiques effrayant. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire, attention, le pouvoir d'achat, il n'y en a pas assez. Ben oui, mais toutes ces dépenses, il faut bien les payer. On ne peut pas me demander plus d'entreprises en France si on taxe plus les entreprises en France qu'ailleurs. Depuis que j'étais élu président de la République, nous avons réduit les effectifs de la fonction publique d'État de 135 000 postes, puisque je m'étais engagé à ne remplacer qu'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Mais clairement, l'État ne peut pas être le seul. Les collectivités territoriales et la sécurité sociale doivent se lancer dans le même travail. Bon. C'est-à-dire qu'il faut faire de meilleurs services publics, mais avec des moyens qui ne sont pas inextinguibles. Mais nous avons aujourd'hui Internet, nous avons aujourd'hui des distributeurs automatiques, nous avons aujourd'hui des tas de possibilités de faire différemment de ce qu'on faisait avant, tout en gardant une qualité du service public impeccable. Marie-Ange, je vais parler de la Poste, mais la Poste, c'est l'exemple d'administration qui a su se rénover intelligemment. Les points Poste dans les commerçants, moi je suis pour. Parce que ça donne plus de chiffre d'affaires au commerce, et puis ça permet d'avoir une poste ouverte, excusez-moi, au moment où les gens sont disponibles. Parce que si c'est pour ouvrir la poste entre 14h30 et 16h, maintenant les femmes travaillent, les gens ne sont pas forcément chez eux à cette heure-là. Et donc, la banque postale, elle peut mettre des distributeurs automatiques de billets, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un derrière un guichet pour donner de l'argent à ce guichet. On peut aussi imaginer que ce n'est pas déchoir que d'avoir un poste de distributeur automatique. Donc, cette question-là, nous la suivons d'extrêmement près. Je pense aussi que la justice de proximité
ce n'est pas d'avoir un tribunal d'instance à 3 minutes de chez soi, c'est d'avoir la certitude que la justice rende un jugement compréhensible dans des temps de délai raisonnables. Que la santé de proximité, c'est pas d'avoir un hôpital juste à côté de chez soi, mais d'être sûr sur son territoire au sens large, de pouvoir être soigné dans de bonnes conditions. Et je pense que les gens sont beaucoup plus raisonnables qu'on ne l'imagine. Ils ne demandent pas que dans chaque ville, on garde une sous-préfecture, un commissariat, une gendarmerie, un hôpital, un hôtel des postes, un tribunal. Comment voulez-vous que la France s'en sorte? Il y a aussi tout un travail auquel je crois beaucoup, je le dis au président du Conseil général, c'est que la carte des services publics soit raisonnée au niveau d'un département et qu'elle ne soit pas forcément la même d'un département à l'autre. C'est une maladie française que de confondre unité et uniformité. Est-ce que je me fais comprendre? L'unité, c'est tenir compte de la spécificité de chaque département. Tous les départements n'ont pas vocation à être organisés de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et réfléchir en bassin de population. Et pas simplement, je suis le maire d'une commune, je garde tout ce que j'ai et je me bats comme un déchaîné pour avoir tout ce que l'autre a. Je comprends pour un maire l'objectif. Mais je vous demande de raisonner avec la claire conscience des déficits que nous avons. Moi, j'ai pris des engagements, je les tiendrai. La France va réduire ses déficits. Comme la France conduit sa réforme des retraites, parce qu'il y a 1,5 million de retraités dont les retraites sont payées par emprunt à la banque, parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce que je ne serai pas le président de la République qui fermerait les yeux sur cette réalité qu'on vit 15 ans de plus qu'en 1950. 15 ans de plus. Et qu'on ne peut pas considérer que vivant 15 ans de plus, on ne soit pas obligé de travailler un peu plus. Les lycéens d'aujourd'hui, il y en a 1 sur 2 qui vivront jusqu'à 100 ans. Alors je pense que ce n'est pas très raisonnable de les faire manifester pour la retraite à 60 ans. Parce que ces lycéens-là, ce qu'on ne leur dit pas, c'est que la réforme, elle est faite pour eux. Bien sûr. Parce que, je l'affirme, c'est parce qu'on fera la réforme des retraites qu'ils n'auront pas à payer 2 fois. Une fois pour eux et une fois pour leurs parents, qui leur ont laissé les dettes. Moi, je ne serai pas celui qui laisserait aux jeunes la dette accumulée de ma génération qui n'aurait pas eu le courage de dire la vérité et de faire les réformes dont on a besoin. Vous comprenez? Eh bien, il en va ainsi. Je suis à une place très difficile où je dois plus souvent dire non que oui. Et ça, les maires qui sont dans la salle, ils me comprennent bien. Parce que c'est le travail qu'ils font tous les jours. Bon, dans le cadre de leur commune, imaginez les 36 000 communes ajoutées. Hein? Imaginez ce que ça représente. Hein? Quand vos adjoints, quand votre population vient vous dire « Allez, il faudrait une salle de sport, il faudrait une salle de musique, mais il faudrait aussi faire le chemin, et puis il faudrait aussi mettre les fleurs, refaire les plantations d'arbres, tous les jours. » Imaginez que moi je fais ça, puissance 36 000, et sur le regard bienveillant des médias à chaque instant. Vous voyez comme c'est facile? Où on donne la... Bon. Donc, il y a un travail à faire, je veux dire. Donc, en résumé, Marie-Ange, je suis très conscient que je dois défendre la ruralité, qui a le droit à un service public de qualité, comme lorsqu'on est dans la capitale de la France ou dans une grande ville française. C'est sûr, c'est un droit. J'en suis parfaitement conscient. Mais ma façon de défendre ce droit, c'est de le défendre dans une dynamique où les services publics doivent s'adapter. Ce que je disais tout à l'heure sur les gendarmeries, quand j'ai commencé cette réforme, chacun était déchaîné à sauver sa gendarmerie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la confiance, en fait. On se dit, bon, on sait ce qu'on a, même si c'est bien terrible, mais on a peur. Bon,
on a démontré avec la gendarmerie et avec la poste qu'on pouvait faire différemment. Il faut le faire, me semble-t-il, on va en dire un mot, alors, pour les maisons de santé, pour l'hôpital. C'est extrêmement important. Pour la justice également, il y a beaucoup de progrès à faire. Et je crois que l'investissement dans le haut débit va nous permettre de garantir cela. C'est vraiment le travail de Michel Mercier qui le fait très très bien. J'en suis très conscient. Et d'ailleurs, vous savez, quand je suis venu ce matin ici, il me dit, enfin, vous vous rendez compte, vous allez voir des élus, ah bon, en Eure-et-Loire, bon, mais vous ne savez pas qu'il y a la réforme des retraites? Mais si, je sais, oui, je suis à peu près au courant, bien sûr. Mais la vie continue. Je suis le chef de l'État de la 5e économie du monde. Je ne peux pas arrêter toute activité, ne me consacrer qu'à un dossier, je dois me consacrer à toutes les affaires quotidiennes. Car pour vous, le problème de la poste, le problème de la gendarmerie, le problème des cambriolages, le problème du lycée, de l'école, de la classe qui risque de fermer, c'est un problème considérable. Je visitais il y a quelques jours avec Michel Mercier un village où vous avez fait une cantine commune à 3 villages pour les enfants de l'école et où s'étaient répartis les niveaux scolaires. Je trouve que c'est très intelligent, plutôt qu'avoir une institutrice devant personne. Voilà, il faut faire preuve d'un peu d'imagination, d'un peu de solidarité, d'un peu d'ouverture. Voilà ce que je pense, Marie-Ange. On vous accompagnera, on ne laissera pas tomber, on sera vraiment très vigilants, mais toujours dans une dynamique de progrès, de réforme, d'adaptation. Le monde change tellement vite, Marie-Ange. Ce que je voudrais faire comprendre aux Français, c'est que la France ne peut pas rester immobile dans un monde qui change. De la même façon que vos enfants sont obligés de s'adapter parce qu'ils vont vivre dans un monde différent du vôtre ou du mien. Vous comprenez? Donc c'est tout ce mouvement qui est en cause. C'est pas simplement... je prenais la réforme des retraites parce que tout le monde en parle aujourd'hui. Mais le monde entier est en train de nous regarder pour se poser la question, est-ce que la France est capable de se réformer? C'est très important pour notre pays aussi. Vous voyez ce que veut dire le fleuve est fidèle à sa source en allant vers la mer, pas en remontant à la source. Chacun d'entre nous serons fidèles à l'idée que nous nous faisons de la France, non pas en cultivant la nostalgie de ce qu'elle était, mais en faisant qu'elle soit toujours fidèle dans le monde d'aujourd'hui à ce que vous imaginez qu'elle est. De la même façon que vous ne vivez pas comme vos parents et vos enfants ne vivront pas exactement comme vous. Mais il y a aussi du positif. Regardez, vos grands-parents imaginaient la désertification de l'Eure-et-Loire. Vous avez à faire face à l'augmentation de la population de l'Eure-et-Loire. On ne peut pas raisonner de la même façon. Ce n'est pas possible. Et c'est bien comprendre que ce mouvement, cette capacité d'adaptation n'est pas un problème. C'est une chance. C'est passionnant. Mais ça nous demande quoi? De l'imagination, de l'ouverture, de la souplesse et pas de la rétractation. Voilà ce que je pense profondément de la situation des territoires ruraux. Et par ailleurs, on va vraiment faire en sorte qu'avec le haut débit, il n'y ait pas de fracture numérique dans notre pays. Evelyne Lefebvre va nous parler d'un sujet majeur, d'ailleurs, qui concerne l'ensemble du territoire national, la couverture médicale. Bonjour, Monsieur le Président. Evelyne Lefebvre, je suis élue depuis 1989, maire depuis 2001 d'un gros bourg du canton d'Annette au nord du département. Je suis issue du milieu de l'enseignement spécialisé, plus exactement autour du handicap. Monsieur le Président, effectivement, notre département vit une problématique majeure de présence médicale. Nous manquons cruellement de médecins généralistes, 78 généralistes pour 100 000 habitants en Eure-et-Loire, contre 94 en région centre et 112 en moyenne nationale. La situation est encore plus préoccupante pour les spécialistes, 49 spécialistes pour 100 000 habitants, contre 65 en région centre et 88 en moyenne nationale. Enfin, ce constat déjà très critique est aggravé par le vieillissement de nos médecins. 1/3 des généralistes
et près de la moitié des spécialistes sont âgés de plus de 55 ans. Monsieur le Président, est-ce que l'État et les collectivités territoriales vont être en mesure d'inverser cette tendance pour maintenir à nos habitants une offre de santé de qualité et donc un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire national? Des projets novateurs sont initiés, tels que les maisons de santé pluridisciplinaires, créées à l'initiative des communautés de communes, voire des communes, avec l'aide de financements publics, notamment du contrat de projet État-région. Elles représentent un espoir et une volonté partagée. Mais peut-on davantage inciter les médecins à s'installer dans nos territoires ruraux, sous-dotés, et ainsi réduire cette fracture territoriale? Comment? Est-ce que le modèle libéral est encore une évidence? Doit-on rechercher auprès des professionnels de santé aidés par les pouvoirs publics des engagements au bénéfice de l'intérêt général? Certains interrogent déjà la carte des professionnels de santé. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? C'est bien, Evelyne, vous avez des amis dans la salle. Bon. Là, ce secteur illustre encore mieux que les autres le changement. Il y a 30 ans, le rêve d'un jeune médecin, c'était de s'installer en libéral, seul, de monter son cabinet, d'être libre de travailler plus que les autres et de faire sa vie ainsi. Aujourd'hui, la réalité médicale, c'est beaucoup de jeunes médecins qui rêvent d'être salariés. Je ne porte aucun jugement. Hein. Dans ma situation, il faut faire attention. Donc, je décris simplement. Voilà un exemple. Quand j'ai commencé ma vie politique, les médecins libéraux, c'était vraiment le modèle vers lequel tout le monde se dirigeait. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes cherchent à faire des remplacements et à être salariés d'un cabinet groupé, les problèmes de responsabilité, la difficulté de la vie, etc. Alors, face à cela, nous allons faire 3 choses. Et ce que vous dites, Evelyne, de la situation de votre département, je la connais. Mais elle est d'ailleurs la même que le département de la Seine-Saint-Denis ou tant d'autres départements. C'est incroyable. Il n'y a jamais autant de médecins en France, mes chers compatriotes. 210 000. Jamais autant de médecins en France. 210 000. Et jamais il n'y a eu autant de départements et de régions à démographie médicale si faible. Voilà. Et je pourrais prendre d'ailleurs l'injustice territoriale, mais aussi l'injustice sur les spécialités. Il y a beaucoup de médecins qui deviennent dermatologues. Il y a beaucoup de médecins qui se mettent radiologues, notamment dans le cœur de nos villes, mais obstétriciens, anesthésistes, chirurgiens, enfin bref, toutes les spécialités, comme par hasard, où il y a des obligations de charges et d'astreintes très lourdes, bien sûr, c'est le désert. Alors face à ça, on va faire 3 choses. Je crois aux maisons de santé pluridisciplinaires, Evelyne. Là aussi, il n'y aura pas un médecin dans chacun de vos villages. En revanche, une maison pluridisciplinaire, avec plusieurs médecins, voire médecins et infirmières, voire médecins, infirmières biologistes, voire médecins, infirmières kinés, voire médecins, infirmières kinés, pharmaciens. On a beaucoup de possibilités. Nous avons décidé, sur la période 2010-2013, je le dis à Joël, nous sommes prêts pour les territoires comme le vôtre, où il manque de médecins, à financer les maisons de santé pluridisciplinaires Michel à hauteur de 35%. C'est quand même un déblocage considérable. D'ailleurs, je sais que dans votre département, il y a 2 projets qui sont en cours, La Loupe et Châteaudun. Hein. Oui, je connais pas tout le monde exactement, hein, mais oui, j'ai repéré. Bon. Et je crois que ça, c'est une bonne solution, parce que ça rassure les médecins de travailler en réseau. Le poids de la responsabilité est tel, est beaucoup plus fort. Bon, ça crée un bassin de clientèle plus large et ça tranquillise un territoire.
Deuxième chose que nous faisons, nous avons commencé cette année, depuis la rentrée 2010, les étudiants et internes en médecine peuvent conclure des contrats de service public avec l'État. Alors ça se traduit concrètement par quoi? Nous leur donnons une allocation mensuelle, nous payons leurs études, une allocation mensuelle de 1 200 €, en échange de quoi ils s'engagent, après l'obtention de leur diplôme, à exercer dans des zones où l'offre médicale est insuffisante. Je trouve que c'est un bon système. On l'expérimente pour la première fois cette année. C'est-à-dire qu'on paye les études des jeunes étudiants, mais en échange, ils s'engagent pour 5 ans, pour 10 ans, à aller dans une zone où il manque de médecins. Écoutez, moi je suis pour la médecine libérale, mais c'est-à-dire, vous choisissez, vous les patients, votre médecin, le médecin choisit librement son traitement et le lieu où il s'installe. Mais il y a un moment donné où cette liberté, on peut l'inciter. On ne va pas avoir tous les médecins dans les mêmes quartiers de Paris sur les mêmes spécialités. Tout le monde a le droit à la santé. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, j'ai demandé à Elisabeth Hubert d'organiser une large concertation sur la médecine de proximité parce que je crois qu'il faut changer complètement les conditions de la négociation de la convention collective. Moi, je ne vais pas tous les 5 ans avoir une discussion avec des médecins qui sont bac plus 8 pour celui qui est le moins titré et plus si affinité pour savoir s'ils doivent être payés la consultation 22 €, 23 €. C'est un côté quand même très humiliant pour tout le monde et ça ne correspond plus à la réalité du travail médical. Il faut repenser l'ensemble de la rémunération. Je prends des exemples. Est-ce qu'il faut que la première consultation, celle du diagnostic, qui prend du temps, soit payée dans les mêmes conditions que la 18e consultation dans le cadre d'une maladie chronique de renouvellement du traitement? Oh là, je suis très prudent. Je pose une question. Vous avez bien noté. Je vais faire plein de réponses. Bon. Deuxièmement, la paperasserie qui s'est abattue sur les médecins est terrifiante. Je regardais les carnets de santé. C'est amusant, jusqu'à l'année dernière, on demandait notamment aux médecins de prendre la taille des enfants du sommet de la tête au bas du dos. Bon. Puis il y a quelqu'un qui s'est rendu compte, c'était un peu curieux, que si on prenait la taille tout court, c'était aussi simple, c'est pas la peine d'avoir ce détail. On l'a supprimé, personne ne s'en est rendu compte d'ailleurs. Mais voilà, je veux dire qu'il y a quantité de choses dont on vient accabler les médecins, dont on pourrait les dégager. Et nous allons beaucoup travailler sur l'évolution de la médecine de proximité pour rendre le métier, en vérité, plus attractif. C'est vraiment mon travail des mois qui viennent. Enfin, dernier point, Joël m'a fait un appel pour me dire il y a trop de complexité. Comme tu as raison, moi, Joël. Comme tu as raison. N'oublie pas que tu es sénateur aussi. Oui, je sais. Donc, dedans, nous avons. Et je réfléchis en ce moment à une possibilité, à un moment ou à un autre, de demander au Parlement de réfléchir à un grand mouvement délégiférerait. Si vous prenez le droit du logement, plus personne ne comprend quoi que ce soit au logement. Le droit de l'urbanisme, ça c'est encore mieux. Quand je pense que nous vivons toujours sur le principe nul n'est censé ignorer la loi, interrogez donc les parlementaires et le président de la République aussi, s'ils savent, s'ils connaissent la totalité des lois qui s'appliquent à nous. Je crains que dans le quiz, je ne passe pas tous les obstacles avec une facilité spontanée. Donc j'ai bien reçu aussi le message, et ça vaut aussi pour la qualité de vie au travail d'un certain nombre de gens. Mais de la même façon pour les maires, pour vous les maires, maintenant le but, c'est pas d'encourager les élus qui prennent le plus d'initiatives, au fond, on encourage ceux qui prennent le moins de risques. Voilà. Bravo. La loi de l'ennui minimum. La loi de l'ennui minimum. De la même façon, d'ailleurs, pour les écoles, l'instituteur ou le prof qui emmène ses enfants faire une sortie, c'est une femme remarquable parce que, au fond, il se met au devant d'ennui. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce? Et si ça saute dans le métro ou dans le train, qu'est-ce que vous allez dire, etc. Pour les maires, c'est pareil. Celui qui fait
qui prend le moins d'initiatives, au fond, c'est celui qui est le plus encouragé parce qu'il n'a pas les ennuis de celui qui va se battre pour son village. Il faut qu'on inverse totalement cette logique qui est désastreuse. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez de faire mon marché, je vous informe que la ville de Bonneval a un projet de médical qui sortira pour l'année 2011. Dernier sujet qui va être abordé par Dominique Imbaud, la réforme des collectivités. Je voulais dire un petit mot sur Dominique parce que c'est le régional de l'étape et c'est un homme qui travaille beaucoup, qui œuvre beaucoup pour le développement du territoire du Bonne-Vallée. Merci, Joël. Monsieur le Président, j'ai 57 ans, je suis marié, 2 enfants. Je suis agriculteur. C'est une parenthèse, mais c'est un métier qu'il faut soutenir en lui donnant de la lisibilité dans le temps. Et donc, je suis maire de Villiers-Saint-Orient depuis 1995. Je suis, autour de cette table, le maire de la plus petite commune, moins de 200 habitants. Mais je suis le maire d'un village qui revit et qui, comme beaucoup d'autres en Eure-et-Loire, a retrouvé un essor, et cela pour 2 raisons essentielles. La première, c'est un fait de société, le nouvel attrait des campagnes pour une population citadine, mais on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. Et ensuite, c'est son appartenance à un territoire, une communauté de communes de 12 000 habitants, le Bonne-Vallée, avec, je vais faire un échange de bons procédés avec un très bon président, le sénateur maire de Bonneval. Merci. Cela nous permet donc de rendre possible des projets structurants, d'aborder des dossiers importants tels l'assainissement non collectif, l'OPA ou l'eau potable, d'avoir une cohérence accrue des choix territoriaux et de réaliser des économies d'échelle. Il y a là une excellente complémentarité entre la commune, synonyme de proximité, d'animation, et la communauté de communes, plus gestionnaire, plus axée sur l'efficacité. Si on lui laisse des moyens, ou mieux, si on lui en donne des supplémentaires, Monsieur le Président, je crois que ce binôme assurera pleinement le développement de nos territoires ruraux. D'ailleurs, dans son ensemble, l'Eure-et-Loire l'a bien compris, puisque 94% des communes appartiennent à un EPCI à fiscalité propre. Alors, l'actuel projet examiné par le législateur veut donner aux collectivités locales les moyens d'aller encore plus loin. En achevant l'intercommunalité d'ici 2013, en approfondissant son contenu et en rationalisant les structures de décision. Et c'est à ce dernier niveau que se situent mes craintes, Monsieur le Président, et ma question est toute simple. La loi sur la réforme des collectivités territoriales a garanti la représentation de chaque commune au sein d'un EPCI, sans toutefois en définir les modalités. En sera-t-il toujours ainsi? Ne risque-t-on pas d'aller, à terme, vers la disparition pure et simple des plus petites communes au nom de cette rationalisation, alors que les mairies regorgent de bonne volonté motivée qui ne coûtent rien à l'État et très peu aux contribuables? D'ailleurs, la salle en est remplie. C'est une très bonne question pour terminer. De quelle réalité parlons-nous? Je mets au défi quiconque dans la salle de pouvoir m'expliquer les circuits de décision dans la structure actuelle, qui est caractérisée par l'empilement des niveaux et le fait que tout le monde veut faire la même chose. Commune, compétence générale, département, compétence générale, région, compétence générale, État, compétence générale, Europe. À cela se rajoutent les communautés de communes. 6 niveaux de décision. 6. C'est pas simplement le citoyen qui n'y comprend plus rien. C'est également l'élu qui, quand il doit déposer un dossier, le fait en 6 exemplaires, espérant à chaque fois que la tirelire va tomber
Ce qui fait d'ailleurs que notre niveau de dépenses publiques explose. Personne ne comprend plus rien. Ça, c'est la situation du pays. J'ai voulu changer cela en partant de quelles idées? D'abord, je crois à la commune. Dominique Imbaud, vous ne trouverez pas dans ma longue carrière politique un seul mot de ma part pour remettre en cause la carte communale. Pas un seul. Parce que pour moi, les 36 500 communes, ce n'est pas des problèmes, c'est des opportunités, c'est près d'1 demi-million d'élus qui, bénévolement, font fonctionner la démocratie locale. C'est une richesse. Et peu m'importe d'ailleurs que nous ayons autant de communes en France qu'il y en a dans toute l'Europe, c'est la qualité de vie française et c'est l'enracinement de la démocratie française. Donc, de cela, je ne veux pas entendre parler qu'on y touche. La réforme que nous faisons protège les communes. 2 niveaux resteront à compétence générale, communes et État. Premier élément. Par ailleurs, vous avez parlé des communautés de communes, c'est le ministre de l'Intérieur qui suit cela. Nous avons veillé à ne pas créer une légitimité concurrente. Parce que ceux qui voulaient l'élection au suffrage universel du niveau communautaire, c'est ceux-là qui détruisaient le niveau communal. Je m'explique. Comment vous ferez fonctionner une double légitimité, celle de la petite commune et celle de la communauté de communes, élue au suffrage universel? C'est la mort de la commune si on fait ça. La mort. Donc, nous nous y sommes opposés, je dis. Et chacun peut le comprendre, ça. Vous le comprenez bien. Bon. Et c'est donc que la représentation communautaire se fera par fléchage sur les listes communales, en veillant à la répartition des sièges entre les communes et en empêchant qu'une seule commune puisse avoir plus de la moitié des sièges. Et en garantissant, même pour les toutes petites communes, un siège par commune. J'estime qu'avec cela, on peut aller tranquille au Congrès des maires parce que nous avons défendu et conforté l'échelon communal et réglé un problème qui était considérable, qui est celui du risque d'un conflit de légitimité. Deuxième, le conseiller territorial. Vraiment, ceux qui ont une vision technocratique disent il n'y a qu'à supprimer la moitié des communes, et puis ensuite ils disent il n'y a qu'à supprimer les départements, et il y en a une autre partie qui dit il n'y a qu'à supprimer les régions. Le YACA, c'est un parti politique extrêmement puissant en France, qui n'a pas besoin d'avoir une campagne d'adhésion parce qu'il recrute tous les jours. J'ai essayé de réfléchir à cette question difficile. Les départements ont la légitimité historique, les régions la légitimité économique. Je me suis donc dit la meilleure façon de faire, c'est de rapprocher le niveau départemental et le niveau régional pour que le conseiller territorial soit en même temps représentant du département et de la région. Avec ça, on évite les redondances et les incohérences, puisque c'est la même personne qui porte une politique régionale et la politique départementale. Très important. Il n'y a plus de concurrence. Moi, je vois bien, j'ai été président de conseil général en région parisienne. Jamais le président de la région m'a demandé mon avis sur une politique qu'il voulait engager. Et ici, je pense que ça ne doit pas être extrêmement différent. Bon. Pour les territoires ruraux, Dominique, pour vous, c'est une force. Parce que le conseiller territorial aura accès à la fois au niveau départemental et au niveau régional. Il aura accès aux 2% au territoire. C'est une formidable simplification des circuits, parce qu'on va savoir qui fait quoi. Et autant je suis pour la compétence générale des communes, autant je suis pour la compétence générale de l'État, autant je ne suis pas pour la compétence générale des régions et des départements, parce que si tout le monde fait la même chose, on se marche dessus, c'est de l'incohérence et c'est de la perte de temps. Alors, on va donc avoir une loi de répartition des compétences, je serai très attentif. Naturellement, ça suscitera, nous allons faire quelques exceptions, je pense au sport ou à la culture, qui sont des domaines particuliers qu'on ne peut pas confier à tel ou tel niveau et qui doivent pouvoir continuer à irriguer tous les niveaux. Mais c'est une réforme auquel j'attache beaucoup d'importance. J'ajoute, sauf si dans le département
finalement, supprimera très peu de cantons, je crois, 2, ou même 0. Bon. Mais au niveau national, ça conduira à avoir près de 40% de conseillers en moins. Vous savez, je ne suis pas sûr que ça soit très populaire en France de demander plus d'élus et plus de niveaux. Qu'il y a un petit peu besoin qu'on repense un peu les choses et qu'on essaie de vivre sur un moins grand train que celui qu'on vivait. Et à un moment donné, il faut être raisonnable. Donc on arrive à la fin. J'ai tenu d'ailleurs une réunion ce matin avec le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, et j'ai bon espoir qu'avant la fin de l'année, tout ceci soit voté et que vous puissiez aller aux élections cantonales de mars 2011 en sachant très exactement ce qu'il va en être et de votre organisation et de la répartition des compétences. Mesdames et messieurs, mes chers amis, cher Joël, merci d'avoir pris ce long moment avec nous, avec moi. Je voudrais terminer en vous disant, au fond, il y a deux manières de voir ces responsabilités. Il y a une première manière qui consiste à durer en différant les problèmes et les questions. Je pense que vis-à-vis des générations futures, on n'a pas le droit de faire ce choix-là. On n'a pas le droit. Puis il y a une seconde manière qui consiste à dire, quand les Français vous font l'honneur de vous confier des responsabilités de premier plan, vous devez les assumer en faisant ce que vous croyez devoir être nécessaire pour la défense de l'intérêt général, la défense de l'intérêt national. Et faire en sorte que le pays soit géré, que les décisions soient prises en temps et en heure. Ce n'est pas facile, mais c'est tellement nécessaire. Je vous remercie.